Georges Pompidou est-il un modèle qui devrait inspirer des dirigeants aujourd'hui? Les lecteurs du site du Figaro ont répondu oui à plus de 79%. Question à l'admirateur de Jacques Chaban-Delmas que vous fûtes. De quoi la nostalgie Pompidou est-elle le nom? La nostalgie Pompidou, c'est la nostalgie d'une France optimiste. D'une France industrielle, d'une France qui était presque encore au cœur des Trente Glorieuses, d'une France de l'innovation, d'une France de l'ouverture à la culture au travers de ce président de la République, en effet, qui avait pleinement épousé son siècle. C'est tout ça, la présidence Pompidou. Alors très souvent, on retient la fin dramatique, l'homme touché par la maladie et touché très durement par la maladie. Mais en fait, la présidence Pompidou est la présidence d'une France heureuse, d'une France optimiste, d'une France qui croit en l'avenir. Mais on a un peu l'impression que c'est notre période Louis XIV, finalement. On se rend compte qu'on était heureux à cette époque-là. Enfin, moi, j'y étais pas né, mais on se disait pas forcément qu'on était heureux à cette époque-là. Oh si, il y avait que vous regardez encore les enquêtes d'opinion, elles étaient, mais alors, je vais vous dire, beaucoup plus optimistes qu'aujourd'hui. Ça n'a strictement rien à voir. D'abord, il y avait un taux de chômage qui était faible. Les Français connaissaient un progrès matériel continu. On était en pleine société de consommation avec l'élément critique qu'on avait vu en mai 68, bien sûr. Mais il y avait une France qui changeait. Il y avait une France dans laquelle le pouvoir d'achat des catégories, en particulier des catégories populaires, s'améliorait. On continuait la période gaullienne. Et les Français étaient rassurés parce que la Ve République avait tenu à la disparition du fondateur. C'était une grande question en 1969. C'est une autre question qu'on se pose en vous lisant, Pascal. Est-ce que la victoire de la gauche, quelques années plus tard, est finalement l'enfant et je dirais même le triomphe de la société de consommation? D'une certaine manière, on peut lire ça comme ça. Oui, on peut lire une société en effet, qui s'est donnée pleinement à la consommation, qui en veut davantage, parce que quand on est rentré dans la logique de la consommation, c'est véritablement sans fin. D'une société qui s'individualise, d'une société post-68arde, qui a été très touché culturellement et qui veut un pouvoir politique qui lui réponde positivement à ses demandes, comme on dit, de libéralisme culturel. Et la gauche sera là, au rendez-vous en 81. Mais la gauche arrive à un moment où économiquement, ça n'est plus très favorable, parce que c'est la fin des chocs pétroliers de la décennie 70. Il y a un chômage de masse et un chômage structurel qui s'installe. Et bien sûr, les promesses de la gauche, qui étaient pas n'importe quoi, changer de cap, c'était le programme communiste, changer la vie. Vous vous rendez compte? Bien forcément, quand on veut changer la vie, on tombe assez vite sur un os. Revenons à votre livre, justement, qui aborde ce changement. Et on comprend pourquoi il y a eu ce slogan de changer la vie. C'était, on voulait rentrer en résonance avec mai 68 également. Revenons donc à votre livre, qui est un véritable plaisir de lecture. On ne le lâche plus une fois commencé. Et vous revenez longuement sur le Front et le Rassemblement national. Question là, cette fois-ci, d'une actualité brûlante. Le triomphe aux européennes de Jordan Bardella est-il inévitable? Est-il inéluctable? Le triomphe, on verra. La victoire, en tout cas, ça semble se profiler de plus en plus. Tous les sondages d'opinion montrent que la liste du Rassemblement national est largement en tête et qu'il y a même une légère dynamique. Depuis, ils sont partis aux alentours de 27% des intentions de vote. Ils sont aujourd'hui aux alentours de 30%. Donc, il semble qu'il y ait une dynamique Jordan Bardella. Ce que l'on mesure davantage avec difficulté, c'est le différentiel entre la liste Bardella et la liste de Valérie Hayé, qui est la liste de la majorité. Pour l'instant, il y a 10 points de différence. Est-ce que ce sera cela à la fin ou non? Ça, c'est un des inconnus de la campagne. Je dis ça pourquoi? Parce que très souvent aux européennes, un nombre
d'abord, un nombre important de Français s'abstiennent. Il y a des allées et venues entre l'abstention et la participation. Et ça, les sondages maîtrisent très mal ce mouvement. Et puis, deuxièmement, les Français se prononcent très souvent aux européennes dans les dernières semaines. Parce que les enjeux ne sont pas très cristallisés. D'abord, est-ce que ce seront des enjeux nationaux ou des enjeux européens? Il y a donc tout un électorat flottant que les sondages ont du mal à maîtriser. On arrive à évaluer d'ailleurs le volume d'électorat volatile? Oh oui, c'est un électorat, alors volatile à la fois à l'intérieur de la gauche et de la droite. Enfin, de l'électorat indécis, voilà, je veux dire. De l'électorat indécis, oui, c'est bien entre 30 et 40% de l'électorat qui est indécis. Hein, c'est pas ça rien. peut faire quand même une bien sûr. Mais ça ne remettrait pas, vous dites-vous, en cause la victoire de Jordan Bardella. Je vous pose la question parce que ça, c'est l'un des points très très intéressants de votre livre. C'est que vous dites que vous avez remarqué assez tôt l'émergence du Front National, enfin du lepénisme, de ce que vous appelez le lepénisme. Et au mi-temps des années 2000, Christophe Barbier écrit dans l'Express « Le Front National est le phénomène politique des 25 dernières années ». 20 ans plus tard, vous confirmez? Ah, tout à fait. Si vous voulez, pour l'observateur que je deviens, je le décris dans le livre, que je deviens de manière évidente au début des années 80, très vite, je suis professeur à Sciences Po Grenoble. Et je me dis, je fais travailler mes étudiants tout de suite dessus, ils s'en souviennent. Je me dis, je vois au cantonal de 82, vous voyez, dans des coins, des villes un peu fracturées par les problèmes industriels, etc., la désindustrialisation, la délocalisation. Je vois des scores de candidats du Front National à l'époque aux alentours de 7, 8, 9%. Et je me dis, attention. Ça, c'est un signal faible qui va devenir de plus en plus fort et on va en reparler. On va en reparler. Pourquoi? Parce que c'est le signe, la société française est en train de changer, elle rentre dans les grands vents de la globalisation et il y a un malaise que l'on décèle très très vite de nombre de Français vis-à-vis de l'ouverture de la société française, pas simplement au plan économique, au plan financier, ça on en parle beaucoup, mais aussi au plan politique, la construction européenne, les instruments de gouvernance mondiale, mais aussi, et ça c'est le changement tel que les Français le vivent, dans une société française qui devient de plus en plus cosmopolite, sous les coups de l'immigration et de l'implantation des Français issus de l'immigration sur le sol national. Et la France a plus de mal, c'est largement lié à son histoire de grande puissance, a plus de mal que d'autres pays européens à s'adapter à ces grands vents de la mondialisation. Et le Front National va être, devenu Rassemblement National, un extraordinaire symptôme de cette difficulté française. Vous décrivez ça comme la dynamique de l'identité, notamment. Est-ce que l'approche morale et de dénonciation par rapport au lepénisme n'a pas nui à la compréhension de ce phénomène? Oui, c'est une analyse, en effet, qui a été présentée, par exemple, par le philosophe Pierre-André Taguieff, en disant, attention, à force de stigmatiser une force, on la nourrit, parce qu'on enferme les gens. En effet, dans cet espace que l'on stigmatise sans cesse, on donne des leçons de morale par rapport à une réalité où ces électeurs se disent « mais je vois pas très bien pourquoi je serais stigmatisé ». Je tente d'exprimer plus ou moins maladroitement au travers de ce bulletin de vote en faveur du FN des difficultés, des interrogations, des inquiétudes, et j'ai l'impression qu'elles ne sont pas prises au sérieux. C'est terrible, le déni. Et elles ont été déniées, elles ont été culpabilisées également. Mais est-ce que, par exemple, Pierre-André Taguieff, que vous citez, et pardon Pascal, mais est-ce que vous non plus, vous y avez pas cédé, même en décrivant le phénomène, notamment en convoquant, je vous cite, la recherche de la figure autoritaire, la dialectique entre société ouverte et axe, je vous cite encore, fermé aux autres? Oui, parce que, mais ça n'est pas, moi je décris un phénomène. C'est vrai que vous regardez dans les enquêtes, il y a une recherche dans l'électorat du Front National d'une figure forte. D'une figure forte qui éviterait à la France toutes ces, ce qu'ils considèrent comme étant ces avanies venues de l'extérieur. On verra ce que ça donne si Marine Le Pen un jour arrive au pouvoir, mais on a déjà une petite idée, vous voyez, avec Madame Meloni en Italie, et Madame Meloni, en dépit de son caractère de femme forte, est loin d'avoir réglé tous les problèmes de l'Italie face au monde ouvert. Donc je crains que si le Front National, devenu Rassemblement National, arrive au pouvoir, très vite, les électeurs du Rassemblement National découvrent la difficulté du changement
simplement dans un monde qui est un monde profondément ouvert. Il n'y a pas de valorisation de l'ouverture par rapport à la fermeture. La fermeture, c'est quoi? Eh bien, c'est la croyance dans l'idée que, voilà, un bon protectionnisme économique avec un bon protectionnisme culturel et un bon protectionnisme politique, ça résolverait largement nos problèmes. C'est pas valorisé, mais aujourd'hui c'est connoté. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est connoté et c'est pas connoté de façon améliorative. Ça dépend par qui. Vous voyez, le protectionnisme économique, par les électeurs, par exemple, de la France insoumise, c'est connoté très positivement. Alors ça, est-ce que c'est pas du tout également un phénomène majeur depuis notamment 1994, le passage du GATT à l'OMC, où justement la question du protectionnisme revient dans le débat, mais à ce moment-là, elle est fortement dénoncée. Et aujourd'hui, on voit qu'une majorité de Français, en tout cas c'est ce que montrait l'un des derniers sondages Odoxa, Backbone Consulting, sont favorables. Oui, et on le voit dans les débats sur le CETA. Plutôt que d'en parler avec calme, avec sérénité, de voir ce que ça nous enlève, mais aussi ce que ça nous apporte, on est en effet dans ce schéma extrêmement binaire où l'on voit avant tout ce que ces traités de libre-échange enlèvent à la France sans s'efforcer tout de même de penser aussi ce que ça apporte. Vous seriez producteur de fromage ou producteur de Chablis, je viens de les rencontrer, vous seriez tout à fait pour le CETA. Parce que ça vous permet d'écouler vos fromages et votre vin au Canada. Alors, et sans doute peut-être producteur de chinon, parce que c'est de la région d'où vous êtes originaire. Après, comme on demandera aux producteurs de Mirabel, parce que ça, c'est votre autre région de cœur, cher Pascal Perrineau. Je suis tombé de la chaise en découvrant que vous aviez passé le cap des 70 ans, et on déplore avec vous le fait qu'on mette de brillants esprits comme vous trop vite à la retraite. On fait un peu plus connaissance avec vous, et on découvre que vous avez commencé comme militant politique, et alors, chose incroyable, au MRAP. Vous quittez le MRAP parce que justement c'est infiltré par les communistes. Et chose incroyable, alors que vous militiez au PS, vous l'abandonnez quand Mitterrand arrive au pouvoir. Oui, je l'abandonne parce que j'ai eu le temps d'explorer concrètement sur le terrain ce qu'est la discipline partisane. Et je n'étais vraiment pas fait pour ça. J'ai un tempérament plus rebelle qu'on ne le croit, et passer sous les fourches caudines alors qu'on n'y croit pas du tout de logique partisane, ça n'était pas mon style. Et très vite, en même temps, je faisais mes études à cette époque, c'était au début des années 80, fin des années 70. Je me dis, comme mon grand maître André Siegfried, qui était professeur à Sciences Po, je me dis que la volonté de comprendre, disait-il, est tellement supérieure à l'ivresse de l'action. Alors, est-ce que c'est pas un plaisir de nuque, ça? Ah non, pas du tout, je ne crois pas. Parce que ensuite vous rattachez la volonté de comprendre à l'ivresse de l'action. Mais ça n'est plus une action ivre. Quand vous connaissez véritablement un problème, que vous l'avez compris, vous pouvez, dans un second temps, vous permettre d'agir. Ce qui m'exaspère, c'est tous ceux qui tombent dans l'ivresse de l'action, dans ce qu'on pourrait appeler l'activisme, sans avoir véritablement compris les phénomènes auxquels ils s'attaquent. Et l'intérêt de l'étude, de la recherche, c'est que vous vous efforcez de critiquer, de comprendre, et ensuite, éventuellement, mais ça c'est votre choix de citoyen personnel, d'agir. Est-ce que justement cette volonté de comprendre aujourd'hui ne décroît pas au profit du militantisme, de la croyance, de la sectarisme et de la baisse et concomitamment de la baisse de la culture? Oui, bien sûr. Je crains qu'en effet, on ne cherche plus à comprendre. On cherche avant tout à s'émouvoir et de suivre son premier affect. Non. L'empire du like. Voilà, tout à fait. J'aime pas. Si vous voulez, ça, j'avoue que c'est quelque chose qui m'exaspère assez profondément. Je comprends ou je ne comprends pas. Ça, je préfère nettement. Votre champ d'études et d'action, c'est la Touraine, la vallée de la Loire, vos premiers amours, une partie de vos origines. Et parmi vos référents, vos modèles, il y a Karl Popper. Oui, tout à fait. Parce que Karl Popper a été... D'abord, c'était un homme incroyablement libre. Quand on retrace la carrière de cet intellectuel qui va fuir le nazisme, s'éloignera de l'Europe pour revenir ensuite finir sa carrière en Grande-Bretagne, c'était un homme extrêmement libre. Et c'était un homme qui est le premier pense la question de ce clivage entre société ouverte. Son livre s'appelle « La société ouverte et ses ennemis ». Et pour lui, il n'y a pas de démocratie sans société ouverte. Et son extraordinaire scepticisme par rapport à toutes les sociétés fermées qui, pour lui, sont des sociétés qui, à terme, deviennent totalitaires.
À part ça, il n'y a pas de valorisation entre société ouverte et société fermée. Pour Popper, parce que moi, je ne l'utilise pas dans le même sens. D'accord. Vous, alors, vous rendez hommage à Richard Descoings, mais on vous sent quand même plus dans le Sciences Po d'avant l'ère Descoings, quand même. Et vous êtes un avocat de l'empirisme versus la démarche hypothético-déductive. Et vous écrivez même, chez les penseurs progressistes, le conservateur est à l'œuvre. Parce qu'il ne nous reste plus tellement de temps, mais je voudrais vous poser 2 questions, et vous avez moins d'1 minute pour me répondre. Est-ce qu'il y a une vérité en politique, et quelles sont les grandes lois de la science politique, si on avait 1 ou 2 à retenir? Les grandes lois de la science politique, si vous voulez, c'est qu'il y a toujours, en tout cas, un pluralisme de facteurs explicatifs. Je dis toujours à mes étudiants, méfiez-vous, comme de la peste, à ceux qui vous disent il y a un facteur explicatif dominant, l'économie par exemple chez les marxistes, la domination chez les sociologues proches de Pierre Bourdieu. Faites confiance à ceux qui vous disent il y a un ensemble de facteurs et chaque individu est libre. Il est libre de jouer avec tous ces facteurs qui l'influencent, contribuent à faire sa décision. Mais l'individu, en dernière instance, est un individu libre. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que ce qu'on apprend justement souvent en histoire, c'est que l'histoire des idées politiques, c'est bien, mais les idées politiques, elles n'ont de force, elles n'ont de paix que par leur pénétration dans la société et que par leur adhésion à la société. On a souvent dit, par exemple, que le nazisme, le fascisme avaient des racines françaises et que on a... Mais les racines françaises n'avaient pas beaucoup, du fascisme ou du nazisme, n'avaient pas beaucoup à pénétrer ou la société française, par exemple. Tout à fait. Ouais. En effet, la société française, ça, moi, je trouve ça très clair, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. La société française n'est pas à l'origine du fascisme. Il y a eu d'ailleurs peu de formations fascistes. Il y en a eu quelques-unes. Et la principale, c'était le PPF, qui était dirigé par un homme qui venait du bureau politique du Parti communiste français, à savoir Doriot. Et si vous voulez lire du mal du Parti communiste français et de certains de ses sectateurs, il faut lire Le goût de la politique de Pascal Perrineau. Comment avoir été intéressé par mai 68 sans y avoir jamais cédé. C'est ce que raconte Pascal Perrineau dans cet ouvrage qui a l'élégance et le charme des bords de Loire, mais aussi les inspirations, la colline inspirée de la Lorraine, des bords de Seine et du Vermont américain. Un bel hommage aussi à vos parents, à la France aussi, avec de très belles méditations sur sa place en Europe. Vous l'aurez compris, Le goût de la politique aux éditions Odile Jacob est un livre qu'on vous conseille bien évidemment de lire. Merci beaucoup, Pascal Perrineau. Merci.